Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Écoutez les histoires de... L'histoire... Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue ce soir sur Facebook, dans ce Facebook Live d'histoire d'œuvres consacrée cette fois encore à Napoléon, puisque nous sommes encore dans l'année de son bicentenaire, du bicentenaire de sa mort. Et nous avons une invitée très spéciale ce soir grâce à Michel Lec, bien évidemment. Nous accueillons Madame Florence Cyrulnik qui va nous faire part de sa vision un petit peu particulière, très originale et surtout très affective de Napoléon et du rapport qu'elle a avec lui et avec l'histoire napoléonienne depuis sa plus tendre enfance et même bien avant. Donc, chère Florence, je me permets de vous appeler Florence parce qu'on s'est parlé longuement au téléphone il y a quelques jours. Bonsoir et merci de votre présence ce soir parmi nous pour conclure ce cycle dédié à Napoléon. Donc je vais vous laisser le soin de vous présenter un petit peu et puis après nous entrerons un peu plus dans le débat en détaillant les différentes étapes de votre vie consacrée à Napoléon. Eh bien bonsoir Philippe, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer, puis c'est quand même une surprise de participer à un événement qui est quand même relativement important et connu mondialement. Donc, pourquoi Napoléon? Déjà, ça correspond à mon enfance. Quand j'avais pas tout à fait une dizaine d'années, je devais avoir 8-9 ans, mon père était administrateur du musée de l'armée. Il a été en relation avec le prince Napoléon et c'est l'époque où le prince Napoléon a eu l'autorisation du gouvernement français, grâce à sa très belle conduite personnelle pendant la guerre de 40, de pouvoir rapatrier en France toutes ces collections qui étaient dispersées, surtout en Belgique et je crois un peu en Suisse aussi. Donc, les Napoléons ont eu le droit de revenir en France, ils n'étaient plus exilés, et ça a été l'occasion de découvrir des objets personnels de la famille de Napoléon absolument extraordinaires. C'est comme ça que j'ai pu croiser la robe du sacre de Joséphine, son grand manteau du sacre, une autre robe, elle aussi en tulle d'or, qui a dû appartenir à Marie-Louise, la robe de chambre de l'empereur revenant de Sainte-Hélène, qui n'avait pas dû être lavée depuis le retour des cendres. Elle était marron, et on l'a fait tremper pendant 2-3 jours dans la baignoire en changeant l'eau. Et au 3e jour, on a pu la faire bouillir, puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas de machine à laver. On faisait bouillir le linge dans une lessiveuse. Et la dame qui venait laver le linge à la maison, on avait dit à ma mère, « Oh, Madame Gillis, la robe de chambre de l'empereur, quel honneur !» Très belle qualité, elle est redevenue blanche, impeccable, elle a été repassée et elle est dans une des vitrines de la salle d'honneur des Invalides. On regardera cette photo tout à l'heure. Donc j'ai vu, voilà, j'ai côtoyé absolument en les touchant tous ces objets. L'épisode le plus étonnant, ça a quand même été la robe du sacre de Joséphine. Moi, j'avais 9 ans ou 10 ans, pas plus. Je ne pouvais pas glisser mon bras dans la manche de Joséphine. Vous savez que le sacre, c'était le 2 décembre. Elle avait donc une manche ballon, une manche très longue et serrée au poignet. Je ne pouvais pas glisser la main. Donc, c'est ma petite sœur, qui avait 3 ans de moins, qu'on a monté sur un petit tabouret. On lui a enfilé la robe. Elle a pu passer ses bras et on lui a mis des oranges dans le corsage. Parce que Joséphine avait quand même une grosse poitrine. Mais un torse tellement étroit, parce que toutes ces petites filles, on leur mettait un corset dès le plus jeune âge. Donc, une étroitesse de buste absolument effarante, enfin, qui serait une amputation maintenant, qui serait une mutilation. Alors, ça, c'est pour la robe. J'ai vu le pot de chambre en vermeil que l'empereur avait emporté à Sainte-Hélène et qu'il avait prêté à une petite fille de sa suite qui pleurait tous les jours quand on la mettait sur son pot qui était en faïence et qui était fêlée.
J'ai vu les très beaux bijoux, la parure de saphir de Joséphine, que j'ai eu le plaisir de retrouver dans la galerie d'Apollon. Alors, quand je me promène au Louvre, galerie d'Apollon, les objets d'art, je retrouve ces objets, un petit peu comme dans une famille, on retrouve les objets de famille dispersés chez les cousins. Ah, c'est ici, ça. Voilà. Et en particulier, un somptueux nécessaire de voyage, qui était une valise, pas grande comme ça, là, pleine de petits tiroirs, et tout en vermeil, en argent et en or. C'était tout un nécessaire voyage, tout ce qu'il fallait pour écrire, pour se laver, pour couper la barbe, etc. Et je l'ai retrouvé au département des objets d'art du Louvre. En fait, c'est le cadeau que le tsar Alexandre a fait à Napoléon sur le radeau de Tilsit. Donc j'étais enchantée comme ça de me retrouver quelquefois retrouvant ces objets comme des objets de famille. C'est absolument la même sensation que des souvenirs d'objets de famille. Je vais vous demander de répéter à tout le monde là ce que vous m'avez dit, deux choses que vous m'avez dites avant-hier dans notre entretien. La première, c'était par rapport au fait que vous alliez à l'école à côté des Invalides et en rentrant tous les soirs, ou quasiment, vous chevauchiez les canons qui sont devant l'hôtel des Invalides et que vous avez assisté régulièrement à la messe du 5 mai. Qui avait une envergure remarquable à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, s'il vous plaît? Bien sûr, ces somptueux canons tout en bronze vert qui sont tournés vers l'esplanade des Invalides, j'adorais jouer là-dessus comme si j'étais sur un cheval de bois, quoi. Je m'apprenais au carceau et puis là, je trottais. Mon père était un grand cavalier, je montais un petit peu à cheval, mais ça me faisait très peur. Sur les canons, j'avais pas peur. Et un jour, donc, un des gardes des Invalides, et hey, petite, descends, tu les abîmes. Une petite fille qui abîme des canons qui sont là depuis Louis XIV, enfin que les adultes ne sont pas sérieux. Quant à la messe du complet, c'était mon père, donc le colonel Louis Gélis, qui était le grand maître de cérémonie de cette messe, dans laquelle il mettait toute son émotion, toutes ses, je veux dire, il réalisait un rêve. Et quand on réalise un rêve avec un petit peu de fougue et d'envergure, c'est extrêmement amusant et c'est très communicatif. Alors, ça se passait du côté de l'esplanade tournée avenue de Breteuil, du côté du tombeau. Les personnalités, les proches, la famille, quand je dis la famille, c'était bien sûr la famille du prince Napoléon, mais c'était aussi la famille Murat, le prince d'Essling, il devait y avoir la princesse de la Moscova, enfin, tous ces gens qui se rattachaient aux familles proches de l'empereur. Il y avait évidemment la garde républicaine qui était considérée comme la garde impériale, et quand mon père commandait les musiques, la sonnerie aux morts, bien sûr, mais enfin l'émotion, c'était au moment, il ne disait pas la marche consulaire, il disait Marengo. Et la garde républicaine savait très bien que Marengo, c'était la marche consulaire, et tout le monde pleurait. J'en ai encore les larmes aux yeux quand je pense à ça. C'est-à-dire qu'il devait y avoir, je ne sais pas, 5 000, 10 000 personnes, parce que toute l'esplanade à l'intérieur des grilles était pleine, mais de l'autre côté des grilles, sur l'avenue de Breteuil, il y avait plein de monde aussi. Hein. Et c'était c'était un moment absolument fabuleux. Ben c'est bien, c'était encore une époque où on avait une certaine conscience de la grandeur, ça fait plaisir. Vous avez parlé également, vous en parlez beaucoup depuis tout à l'heure, de votre père, parce que le fait qu'il ait été aux Invalides vous a fait baigner dans l'aventure napoléonienne, mais lui, là encore vous m'avez raconté une histoire qui est très intéressante, lui, cette passion pour Napoléon, d'où est-ce qu'elle lui vient? Parce qu'on m'avait raconté qu'il avait fait la guerre, la première. Oui. Alors, il est né en 1893. Donc, c'est donc après le Second Empire, et déjà, on commençait à considérer que Napoléon avait fait pas mal de choses, et même si, sur un plan politique, les Bonaparte, surtout après la guerre de 70, ça se passait pas très bien, il y avait quand même une certaine conscience de la grandeur de cette époque. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué, en particulier les très beaux livres. Il
illustrés de Job qui sont sortis vers 1910. Donc, il a dû lire dans son enfance et son adolescence et qui sont remplis à la fois de lyrisme, de tendresse, d'une très grande beauté de dessin et d'un très gros pouvoir d'évocation. Et quand il l'a fait, donc, il s'est engagé dans l'artillerie pendant la guerre de 14. Il avait 24 ans. Artilleur, pas du tout à cause des maths, il était très mauvais en maths, mais à cause des chevaux. Il voulait suivre les chevaux. Il est donc sur le ballon d'Alsace. Je ne pense pas que ce soit dans les tranchées, mais enfin, il était sur le ballon d'Alsace et il faisait des causeries avec ses collègues combattants. Et il leur avait fait une causerie sur les campagnes d'Italie. Et peu de temps après, ou à la fin de la conférence, un officier vient prévenir, c'était donc en 1917, l'Italie rentre en guerre avec nous et on demande des volontaires pour aller sur le front des Dolomites, et en particulier, c'était dans l'aviation. Alors tout le monde crie « Gillis, Gillis », il venait faire une conférence sur la campagne d'Italie, il dit « ben oui, pourquoi pas ». Il se retrouve là-bas et le souvenir qu'il m'en a donné, d'abord je m'appelle Florence parce qu'il a eu un contact pendant plus d'1 an avec l'Italie du Nord, et il me parle de Venise en hiver, il me parle de Vérone, il me parle de Mantoue. Il était observateur d'aviation sur des avions qui étaient en toile, hein, c'était comme Guidemer, quoi, c'était cette époque-là. Et il prenait le vol du lever du soleil tous les matins. Et il dit, j'ai vu un lever de soleil tous les matins sur la Vénétie. Donc, me racontant ça comme une succession de fêtes, de levées de soleil, de spectacles, de rencontres, là. Et bien des années plus tard, donc pour des années 2000, nous allons avec mon mari, pendant 20 ans, nous allons à Vérone, nous visitons la Vénétie attentivement. Et un jour, dans la basilique palladienne de Vicenza, une exposition sur ce corps d'aviation des Dolomites. Et à ma grande surprise, je découvre que ça a été une hécatombe épouvantable, mais vraiment une perte en hommes et en matériel considérable. La cathédrale de Bassano a été transformée en cathédrale ossuaire. Et ça, c'est peut-être un peu un caractère de mon père, et qu'il pouvait traverser des choses épouvantables en n'en trouvant que ce qui correspondait à sa façon agréable ou excitante de voir les choses. Et voilà. Et puis donc par la suite, il y a eu ces expositions napoléoniennes. Donc ça, c'est autour de 1950 avec ce contact que je vous ai déjà décrit. Et quand je me suis retrouvée en 1983 à venir habiter à la Seine-sur-Mer, il m'a dit, bon, Florence, où est la batterie des Hommes sans peur? Je lui ai dit, ben, je vais chercher, comme j'habite tout près de Balaguier. J'ai mis un certain temps à comprendre où c'était, mais heureusement, en 1995, les cahiers sénois de la mémoire ont publié une étude extraordinaire de M. Pierre Vieillefosse, qui était à la fois historien, artilleur et sénois. Et donc, son livre est totalement rempli de précisions techniques et de précisions géographiques pour retrouver l'emplacement de ces batteries. Ça se lit comme Les Trois Mousquetaires, et c'est en même temps extrêmement bien documenté, c'est très excitant. Il parle du mauvais temps, de la tempête d'Est, de la pluie glaciale, du Mistral qui apparaît, qui permet aux Anglais de fuir la rade de Toulon. Enfin, c'est une étude remarquable. Bien sûr, avec mon mari et des amis, on a cherché à faire cette promenade pour retrouver tout l'emplacement de ces batteries. Et quand j'ai eu la possibilité en 2001 de devenir adjointe au patrimoine à la Seine-sur-Mer, j'ai proposé qu'on mette en place un circuit de ces batteries. Et la conservatrice de l'époque au musée de Balaguier m'a dit, bon, enfin Florence, personne ne s'intéresse à Napoléon maintenant. J'en ai parlé tout à fait, enfin, en corrélation avec les travaux, les études que je faisais sur le classement du secteur de Balaguier, Tamaris, les Sablettes, en pleine rade de Toulon. J'en ai parlé avec le conservateur des monuments historiques, et quand je lui ai dit que je voulais faire ce circuit, il m'a dit, ah, on a déjà la route Napoléon, vous allez faire le sentier Bonaparte. J'ai dit, ben, c'est comme ça qu'on l'appellera.
Ouais, c'était une très bonne idée. Et justement, là, vous nous avez fait part d'une transition dans votre vie. Il y a la première partie, même la partie dédiée à l'histoire de votre père, elle donne naissance à sa passion pour Napoléon, qu'il vous a transmise de force, hein, quasiment. Pas demander votre avis, mais ça vous a plu. Et puis, en arrivant dans le sud de la France, vous allez passer du rapport affectif à la pratique de l'élu de terrain, avec une vraie volonté de mettre en valeur le patrimoine. Qu'est-ce que vous aviez dans l'idée à ce moment-là en tant qu'élu? Est-ce que vous aviez constaté un manque autour de Napoléon? Apparemment oui. Et qu'est-ce que vous pensiez que ça pouvait apporter à votre commune? Alors, vous avez tout à fait raison. Quand je suis arrivée à la scène et qu'on m'a expliqué les personnages importants de la scène, on me parlait sans arrêt de George Sand. George Sand est venu en 1861 à Tamaris, pas loin de l'endroit où nous habitons. Mais je disais, mais enfin, Bonaparte, c'est quand même un événement mondial et c'est quand même beaucoup plus important que George Sand. Et c'était quelque chose que je trouvais parfaitement exaspérant, même si j'aime beaucoup George Sand. Voilà. Donc, j'habite en plus ce secteur de Balaguer et de Tamaris, et donc 3 kilomètres de littoral dans la rade de Toulon, et à la fois ponctué de forts militaires, d'actions ayant un impact stratégique considérable, et en même temps le lieu d'une des premières naissances de stations climatiques et balnéaires de la Belle Époque, grâce à Michel Pacha, qui était un commandant de la marine marchande, qui avait fait fortune en installant tous les phares et balises de l'Empire ottoman dans toute la Méditerranée orientale. Donc on est là dans cette alternance de tourisme de haute volée et d'impact stratégique militaire extrêmement, avec un support historique considérable. Je trouvais que c'était quelque chose qui était tout à fait savoureux. Alors, l'étude avait commencé déjà en 2000. La municipalité précédente avait lancé un périmètre d'études. En 2001, changement de municipalité, quand on se présente à la DRAC, enfin moi je me présente à la DRAC avec les fonctionnaires qui travaillaient là-dessus, on est très mal reçu parce que la DRAC était persuadée qu'on voulait arrêter. Alors je leur ai dit mais non, pas du tout, moi, au contraire, je veux vraiment continuer à faire ça. Hein. Donc il a fallu reprendre cette étude, ça a été un très gros travail et ça a été, comment dire, un travail de persuasion surtout. Disons que le maire qui m'avait fait venir pour protéger le patrimoine, en fait, s'était rendu compte au bout de 2-3 ans qu'effectivement, sur le plan immobilier, ça a imposé quelques contraintes. Donc, j'ai réussi quand même à placer ça un petit peu, disons, un petit peu malgré lui. Et puis, les 2 mandats suivants, qui n'étaient pas de la même couleur politique, j'ai continué exactement le même travail. Ce qui fait qu'en travaillant 19 ans sur la même chose, on arrive vraiment à une efficacité. Oui, c'est un travail de longue haleine. Et puis vous avez peut-être anticipé la naissance et le développement du tourisme d'histoire là où il n'existe pas forcément, c'est-à-dire dans le sud de la France. Bravo pour ce que vous avez fait. Et est-ce que par hasard vous auriez une idée d'un retour de la part des habitants et d'un retour en termes d'un retour sur investissement de votre action autour de ces chemins liés à l'histoire de Napoléon et de Toulon? Est-ce que ça a apporté, est-ce qu'on le sait, est-ce que ça a apporté quelque chose dans la qualité de vie des habitants du coin, ou est-ce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte? Est-ce qu'ils ont un rapport très éloigné avec Napoléon? Comment ça se passe, ça? Alors, bon, ça ne s'adresse pas absolument à tout le monde, mais il y a indéniablement des gens qui ont été très séduits par ça. Quand on organisait des visites guidées, il y avait une centaine de personnes qui venaient. Et certains m'ont dit, après avoir fait le tour des batteries, bon, bah maintenant on fait le tour du fort Napoléon pour comprendre ce que voyaient les Anglais par rapport à ces batteries qui sont sur l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est agréable.
C'est en plus extrêmement intéressant au point de vue histoire contemporaine parce qu'en fait, la guerre de 40 a repris pratiquement les mêmes emplacements et le fort Napoléon a installé ses batteries à peu près où étaient placées, enfin dans les directions où étaient placées celles de la redoute Moulgrève. Donc, quand on est en face d'une géographie avec des impacts stratégiques, c'est toujours amusant de voir que siècle après siècle, eh ben, ça passe toujours au même endroit. Oui, ça je vous l'accorde bien volontiers puisqu'on a la même problématique en Corse et c'est amusant parce que la période que vous avez mise en valeur, elle vient juste après la période corse de Napoléon puisqu'il s'est enfui d'ici en 1793 et par rapport à ce qu'il se passe cette année autour des commémorations, des célébrations, appelons ça comme on veut, de la mort de Napoléon, est-ce que vous pensez que Napoléon est un produit résolument moderne et qu'il peut apporter quelque chose, que la mise en valeur du patrimoine qui lui est lié peut apporter quelque chose aux citoyens d'aujourd'hui? Ou est-ce que c'est condamné à être, on est condamné à en parler au passé? Alors déjà, c'est toujours intéressant de rencontrer une personnalité politique qui a une telle force de travail et un tel sens de l'organisation et dans des domaines aussi variés. C'est en fait ce que je trouve impressionnant chez Napoléon. Je trouve impressionnant aussi, et puis ce qui est la partie séduisante, c'est justement cette transformation, passage d'un jeune officier, cette partie du Napoléon romantique, donc du Bonaparte romantique qui devient Napoléon. Il est certain que les choses que certains lui reprochent, et je veux dire, il faut aussi mettre les choses à leur place. Les guerres de Napoléon ont fait beaucoup de morts, mais c'était des soldats qui étaient morts, ce n'étaient pas des civils. Donc, au niveau des désastres humains, je crois qu'actuellement, on a peut-être des choses qui sont largement plus graves. Son art militaire est toujours considéré comme important, ses batailles sont enseignées, mais il y a ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est justement grâce à la somptuosité des objets que j'ai croisés, ce luxe, cette beauté, ce raffinement, c'était une explosion de tous les arts de la France. Hein. Il récupérait toute la tradition artistique du 18e, le tout avec cette teinture de renaissance du classicisme. Enfin, l'école d'archéologie du Caire, c'est Napoléon qui a mis ça en place. Faire une expédition en Égypte pour empoisonner les Anglais, essayer de leur couper la route des Indes, mais emmener avec eux tous ces savants, ces dessinateurs, ces géographes, qui devaient faire tous leurs rapports, et ces dessins absolument extraordinaires, ces comptes rendus de monuments extraordinaires. Mais c'est ça qui est plaisant chez Napoléon, et il faut absolument qu'à côté d'un aspect purement économique, stratégique, la politique, qu'on ait le sens de cette dimension scientifique et culturelle. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et puis, ne serait-ce aussi que toute l'administration de la France pendant 2 siècles, de la France et d'une partie de l'Europe pendant 2 siècles. Je trouve que là-dedans, c'est un modèle. Nous sommes d'accord là aussi. Et pour revenir au titre de l'intervention de ce soir, la fameuse vision affective. Napoléon ou Bonaparte, d'abord, est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre? Et est-ce que vous pensez que le mythe peut inspirer aujourd'hui plus que la réalité historique, le fait historique brut? Ce que je trouve intéressant aussi justement chez Napoléon, c'est d'avoir su construire son mythe. C'est quand même un modèle de médiatisation et de mise en valeur d'un parcours personnel
est quand même extraordinaire. Il n'a pas été tout seul sur le siège de Toulon. Il était entouré de très bons généraux. Lapointe, Victor, Dutheil et Dugommier était un très bon général. Donc, il a su imposer son idée sur la partie de l'artillerie et organiser la mise en place de cette artillerie parce qu'il avait un sens politique extrêmement poussé. Mais je veux dire, c'est que c'est vraiment d'être arrivé à la réalisation de tout ça, et ça, je trouve que c'est quand même, voilà. Et à côté de ça, la Convention en 93, elle considérait que le vainqueur de Toulon, même s'il y a eu plusieurs généraux qui ont vite, enfin, qui sont montés en grade et sont devenus généraux dès cette époque-là, le vainqueur, c'était Dugommier, mais Dugommier est mort en 94. Donc après, il y a eu tout le panache des campagnes d'Italie, et puis la suite, et puis après, ce qu'il en a fait lui-même en écrivant ses mémoires ou en les dictant. Mais enfin, c'est toute cette image. Il n'était pas tout seul à Toulon, mais l'envol de l'aigle, c'est lui et c'est Toulon. Vous parlez de Napoléon aussi bien, sinon mieux que les plus grands historiens français. Bravo, hein, bravo Florence pour la passion qui vous anime. Et si vous deviez retenir quelque chose de votre vie lié à Napoléon, d'abord pour ceux et celles auxquels ça aurait échappé, vous êtes l'épouse de Monsieur Cyrulnik, et est-ce que la capacité de résistance au coup de Napoléon vous fascine autant qu'elle me fascine, et est-ce que vous avez été plus touché par le patrimoine remarquable que vous avez eu dans les mains étant enfant, ou davantage inspiré par le petit patrimoine, c'est pas péjoratif hein, la manière dont je le dis, le petit patrimoine est lié à l'époque où il était encore un soldat obscur de la Révolution. En termes affectifs, qu'est-ce qui vous touche le plus? Alors, je veux dire, ces objets que j'ai pu approcher, j'ai avec eux une relation un petit peu comme des objets de famille. Ils ne m'appartiennent pas, mais je suis contente de les voir et je suis contente de savoir qu'ils sont en de bonnes mains et bien, voilà, bien traités et qu'on puisse continuer à y avoir un peu accès. Quant au patrimoine, un petit peu, enfin, c'est pas secondaire, mais enfin, qui n'est pas aussi flamboyant, qui correspond aux différentes époques, aux constructions et tout ça. Moi, vous savez, je suis paysagiste, donc les inclusions patrimoniales dans le paysage, quand on a la chance d'avoir le fort de Balaguier sur la mer, dans une baie qui est coincée entre le fort de l'Aiguillette, le fort de Balaguier et la vue sur Tamaris qui ressemble au Bosphore, le paysage pour moi est une raison de vivre. Donc je trouve très bien de voir des belles robes et de voir de somptueuses armures et des objets couvert de diamants et très voilà. Mais pour moi, c'est le paysage. La chose la plus importante, c'est ce qu'on fait dans le paysage, parce que c'est ça qui reste et c'est ça qui appartient à tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est Victor Hugo ou si c'est les Chinois, ou si c'est un problème chinois, mais le paysage appartient à celui qui le regarde. Très bien. Et en parlant de regarder, vous nous avez mentionné également une photo qui vous reste de vos souvenirs au musée de l'armée. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, s'il vous plaît? Elle est à l'écran en ce moment. Bien sûr. Donc, vous avez au centre, sur un tapis de la Savonnerie, la robe du sacre de Joséphine, son grand manteau de cour qu'on voit sur le somptueux tableau immense au Louvre. Vous avez à côté une autre robe, donc tout ça c'est en soie recouvert de tulle d'or avec des petites abeilles brodées. Et vous avez une autre robe qui, je pense, appartenait à Marie-Louise, qui n'est pas sa robe du sacre, puisque Marie-Louise n'a pas été sacrée. Vous avez dans le fond de la pièce des rideaux blancs, c'est le lit de camp de l'empereur qui le suivait partout, il en avait plusieurs exemplaires, c'est un ouvrage là aussi extraordinaire à la fois de serrurerie, un lit qui se déplie d'un seul morceau avec ses rideaux en soie et ses rideaux verts à l'extérieur pour faire une obscurité. Vous avez donc probablement une ou deux, il y a une redingote grise au fond,
Dans une vitrine, cette fameuse robe de chambre en piqué blanc. Et sur le côté droit, les cartes qui sont posées sur des tambours. Quelques portraits tout autour. Il y a un très beau portrait de femme avec une belle robe du soir là. Et donc, c'était extrêmement attractif parce que c'était une mode absolument ravissante. Hein. Et puis, ces portraits d'officiers de l'Empire qui étaient beaux comme des archanges. Enfin, même Murat, il est un peu rigolo parce que c'est presque un dessin d'humour, le portrait de Murat. Mais c'était splendide. Eh bien, chère Florence, je vous remercie de votre disponibilité, de votre gentillesse et de votre passion qui, j'espère, a été transmise à travers les ondes et que ça va éveiller quelques vocations parmi nous. Et je vous souhaite une excellente soirée, en espérant un jour vous croiser en vrai et mieux qu'à la télévision, si vous pouviez venir à Ajaccio dans un temps proche. Et en attendant, mesdames et messieurs, je vous remercie également de votre présence et de votre soutien indéfectible. Et Racines de Ciel vous donne rendez-vous le 1er octobre prochain dans la grande galerie du Palais Fêche à 18h30 pour écouter Monsieur Charles Dantzig, Charles Dantzig qui va parler de son dernier ouvrage, La théorie des théories, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et nous vous disons tous ensemble à très bientôt au Palais Fêche. Bien sûr, écoutez les histoires de... Du monde libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur l'écran, me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau plonge en piqué. Moi sur ses ailes.